Reddit. Quand j'y pense, Reddit, j'ai connu ça extrêmement tard en fait. Je me rappelle la première fois que j'ai mis les pieds sur ce réseau, c'était dans les environs de 2018-2019, à l'époque des threads du subreddit Let's Not Meet. J'en avais forcément entendu parler et je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là. Pour être honnête avec vous, mes réseaux sociaux mainstream pour moi ça se résume à Instagram, donc la première fois que je suis allée sur Reddit, j'ai rien compris. Putain, je suis une boomeuse, c'est un truc de fou. Reddit est une plateforme en ligne qui fonctionne selon le principe des forums de discussion où les utilisateurs peuvent partager du contenu, discuter de différents sujets et voter sur les publications et les commentaires. En gros, Reddit, ça fonctionne comme ça. Le site est divisé en différentes communautés appelées des subreddits. Chaque subreddit est dédié à un sujet spécifique comme la politique, les animaux mignons, la science-fiction ou encore Ryan Gosling. Les utilisateurs peuvent s'abonner aux subreddits qui les intéressent. Genre moi par exemple, je suis essentiellement des subreddits de gros zinzins bien shitpost, des actus mais aussi des subs plus connus comme le fameux Let's Not Meet, celui des Iceberg Charts ou les compiles de cuisine complètement foireuses. Les utilisateurs peuvent publier différents types de contenus sur Reddit, tels que des liens, des images, des vidéos et du texte. Chaque publication est associée à un subreddit spécifique. Ces mêmes utilisateurs peuvent voter sur le contenu en lui attribuant des votes positifs, un peu comme le système de like-dislike appelé des upvotes, ou des votes négatifs appelés downvotes. Le nombre total de ces votes détermine la visibilité de la publication sur le site. Genre, plus une publication est upvotée, plus elle sera mise en avant sur la homepage de Reddit. Vous avez compris l'idée. Le truc un peu spécial et qui est assez unique à Reddit, c'est l'attribution des points de karma aux utilisateurs en fonction des votes que reçoivent leurs publications et leurs commentaires. Le karma n'a pas d'impact direct sur la fonctionnalité du site, mais il peut influencer la perception des autres utilisateurs. En traînant sur Reddit, je me suis souvent surprise à scroller à travers différents topics, forums, sujets, de subdrôles comme Tifu, ou un peu plus problématiques comme Relationship. Cette appli, c'est simple, si tu arrives à rentrer dans le délire, tu risques fort de te faire happer pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Le fonctionnement de Reddit, contrairement à des réseaux mainstream comme Facebook ou encore Instagram, vit à travers sa communauté. Mais genre, littéralement. Les différents subreddits sont gérés par des randoms comme vous et moi, même si bien sûr il existe des modérateurs de l'équipe de Reddit derrière. Et ça, ça a contribué à une image assez controversée de Reddit. Des subreddits complètement hors de contrôle qui ont carrément fait trembler la toile jusqu'à avoir des répercussions médiatiques. Aux histoires de redditeurs les plus folles, laissez-moi vous embarquer dans les recoins de Reddit, l'un des sites les plus controversés de l'histoire. Nous sommes en 2005, Steve Huffman et Alexis Ohanian viennent tout juste d'être diplômés de l'université de Virginie aux États-Unis. Un jour, alors qu'ils participent à une conférence sur les startups à Boston, une des présentations leur fait tilt dans leur tête. Cette conférence, c'est celle sur le fonctionnement du site Y Combinator qui permettait aux utilisateurs de soumettre du contenu et de voter pour les soumissions des autres. C'est entre autres eux qui ont lancé un truc pas très connu qui s'appelle Airbnb. Et ce fonctionnement-là, ça a fait germer une petite graine dans la tête de Steve Huffman et de Alexis Ohanian qui se sont dit que ça serait une bonne idée de transférer ça dans un système de vote mais sur un réseau social communautaire. Après avoir assisté à cette conférence, Huffman et Ohanian ont commencé à travailler sur leur propre concept de site web. Ils ont rapidement développé un prototype et ont lancé Reddit en juin 2005. Ils seront rejoints par un certain Aaron Swartz, un jeune homme geek et monstrueusement doué, passionné par l'open source et qui se mettra à 100% dans la création et le développement de ce site. Au départ, Reddit, c'était un projet assez modeste, avec seulement quelques fonctionnalités de base, genre c'était vraiment moche et hostile, après on est en 2005 aussi. Cependant, son concept novateur de communauté en ligne et de vote sur le contenu a rapidement attiré l'attention des utilisateurs. Le site a connu une croissance rapide au cours de ses premières années, attirant de plus en plus d'utilisateurs et élargissant sa gamme de fonctionnalités. Les ambitions des deux créateurs ont continué à grandir jusqu'à affirmer vouloir que Reddit devienne la vitrine d'Internet. Rien de ça. En 2006, Reddit a été acquis par la société de médias Condé Nast, une filiale du groupe Advanced Publications. Cette acquisition a donné à Reddit les ressources nécessaires pour se développer davantage et pour continuer à innover. En 2011, Huffman et Ohanian ont quitté Reddit pour poursuivre d'autres projets, même s'ils seront réengagés plus tard par la boîte, Huffman en tant que PDG. Après la démission d'Ellen Pao, qui était du coup l'ancienne PDG de Reddit à un moment et qui s'est barrée suite à la mise en place de beaucoup de choses controversées, qui avaient pour but de rendre Reddit beaucoup plus safe, mais
Vous inquiétez pas, on va en reparler plus tard. Mais entre-temps, c'est simple, Reddit c'est devenu l'un des sites web les plus populaires au monde, avec des millions d'utilisateurs actifs et des milliers de communautés en ligne dédiées à une variété de sujets. Et c'est assez fort quand on voit le mode de fonctionnement du site, dans une ère où les réseaux sociaux fonctionnent majoritairement avec le contenu que tu peux poster de toi, le paraître et les trends que tu dois suivre pour espérer percer. Là non, les redditeurs sont anonymes, ou du moins n'ont pas de photo de profil et utilisent des pseudos. Et cette pseudonymat, mélangé à l'ADN communautaire de Reddit, bah ça a été à l'origine de choses assez folles et de grosses casseroles que Reddit a du mal à effacer, encore aujourd'hui. Tout d'abord, et une des grosses controverses les plus récentes de Reddit, c'est le fameux drama autour des API. Alors si comme moi, vous ne savez pas ce que c'était qu'un API, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer avec mon énorme cerveau. Et après ça sur internet. Une API ou interface de programmation d'application est une interface logicielle qui permet de connecter un logiciel ou un service à un autre logiciel afin d'échanger des données et des fonctionnalités. Les API offrent de nombreuses possibilités comme la portabilité des données, la mise en place de campagnes de courriel publicitaire, des programmes d'affiliation, l'intégration de fonctionnalités d'un site sur un autre ou l'accès à l'open data. C'est très vulgairement une sorte de cloud pour les entreprises, quoi. Pour prendre l'exemple de Reddit, son API permet aux développeurs tierces d'interagir avec les données, les fonctionnalités de la plateforme Reddit de manière programmable. Par exemple, les développeurs peuvent utiliser l'API de Reddit pour créer des applications tierces, telles que des outils d'analyse, des extensions de navigateur, etc. Ces applications offrent souvent des fonctionnalités supplémentaires ou une expérience utilisateur améliorée par rapport à l'interface web standard de Reddit. Comme Apollo, une application bien supérieure à l'application téléphonique de Reddit et qui propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes dont les utilisateurs et les modérateurs profitent quotidiennement, mais aussi RES qui rajoute de nombreuses fonctionnalités et améliorations à l'expérience de navigation sur Reddit, tels que des outils de mise en page avancés, des filtres de contenu, des raccourcis clavier personnalisables, etc. etc. Bref, vous l'avez compris, Reddit se basant essentiellement sur sa communauté, et la communauté de Reddit faisant littéralement vivre le site, c'était évident que ces API soient majoritairement disponibles au plus grand nombre. C'est logique. Et ce système d'API, bah il marchait très bien et tout le monde était content, sauf une personne. Et cette personne, bah c'est Steve Huffman. En fait, c'est plus compliqué que ça. Reddit, comme tous les sites du monde, a besoin d'argent pour vivre. Et l'une des décisions de Huffman pour remédier à ce problème de trésorerie a été de rendre les API payantes. Mais pas genre payantes en mode tu payes Discord Nitro, non. Le mec, il a craqué son slip. Ce stonks complètement abusé des prix des API, ça pose un énorme problème. Ça veut dire que l'accès pour un random payé au SMIC ou des chômeurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup sur Reddit, devient impossible. Et ça crée une disparité entre les petites et grosses entreprises qui, eux, ont les moyens d'investir là-dedans. Il va sans dire que les Redditeurs n'ont pas pris favorablement la nouvelle. De nombreux membres de la communauté ont demandé si Reddit pouvait faire un petit pas vers eux en créant une structure tarifaire plus raisonnable, notamment pour des entreprises comme Apollo qui améliorent l'expérience Reddit. Cette petite vidéo juste pour vous annoncer que je change de vie. Tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je vous paierai pas. Genre par exemple, l'application Apollo mentionnée juste avant a effectué 7 milliards d'appels d'API en mai 2023, selon son fondateur Christian Selig, à 24 cents les 1000 appels. Je vous laisse faire le calcul. Ce tarif coûterait à Selig et à Apollo près de 2 millions de dollars en frais à Reddit chaque mois, soit près de 20 millions de dollars par an. On est tous dans la merde. Un chiffre que Selig juge astronomiquement déraisonnable. Ce qui a d'ailleurs conduit à la fermeture d'Apollo et à de nombreuses autres extensions qui avaient comme base l'API de Reddit. Ah, ça a vraiment foutu la merde. En réponse aux demandes, le CEO Huffman leur a gentiment demandé d'aller se faire enculer en affirmant « Nous avons 18 ans, je pense qu'il est temps que nous grandissions et que nous nous comportions comme une entreprise adulte. » Couplé à l'investissement à hauteur de 150 millions de dollars que Tencent a investi dans l'application en 2019 et les multiples bourdes et décisions jugées merdiques par la communauté de Reddit, ça a amené à un espèce de craquage en 2023 où une majorité de subreddits du forum, dont les plus gros, se sont littéralement mis en grève ou ont carrément mis leur subreddit en privé. De nombreux autres subreddits ont commencé à foutre leur merde à leur manière, notamment en spammant du contenu pour adultes ou des photos de John Oliver. Pourquoi ?
Peut-être parce que Fur, mais je suis pas trop allée chercher plus loin. Non, plus sérieusement, cette affaire, elle est symptomatique de à quel point Reddit se fout de la gueule de ses communautés et des personnes qui font littéralement vivre le site. Une communauté de créateurs de contenu et de modérateurs non rémunérés en guerre avec une entreprise cherchant à faire beaucoup d'argent avec le contenu qu'ils créent tout en détruisant potentiellement de nombreuses applications tierces conçues pour améliorer l'expérience de Reddit. Et bien sûr, un PDG impitoyable qui est passé à l'offensive, assimilant les modérateurs désobéissants à des propriétaires terriens et affirmant que Reddit n'est pas dans le business de donner gratuitement son contenu, oubliant apparemment que son contenu lui est fourni gratuitement. C'est prise de tête tout ça, hein. On continue ? Reddit, c'est un peu comme une hydre à deux têtes. Il y a d'un côté la volonté d'avoir une communauté avec la plus grosse liberté d'expression possible, mais de l'autre, on est sur internet, et qui dit liberté d'expression, dit dérive, et putain, ce que les redditeurs ont de l'imagination en ce qui concerne faire des trucs de gros tarés. Par exemple, je vous ai pas dit pourquoi Ellen Pao avait démissionné littéralement de son poste. En fait c'est simple, la meuf elle voulait mettre en place des règles sur Reddit et encadrer mieux le site pour éviter tous les problèmes de cyberharcèlement et de violence qui, on va pas se mentir, sont assez courants sur Reddit. Et ces réformes-là, ça a pas du tout plu aux redditeurs qui jugeaient que ça allait à l'encontre de l'idée de liberté d'expression que voulait faire passer Reddit. Ça a amené à une massive shitstorm allant à du revenge entre utilisateurs, vraiment c'est parti dans tous les sens, et après la énième réflexion sexiste et raciste, la pauvre a fini par démissionner, et je la comprends. Entre temps, la communauté de Reddit avait gagné, et là je vais commencer à rentrer dans du concret, je vais exposer des subreddits qui ont été bannis pour des raisons très explicites, vous allez comprendre. Je m'excuse d'avance pour toute la censure qu'il y aura durant ce passage, j'ai un peu la flemme de me faire takedown de ma chaîne. Tout au long de son existence, Reddit a dû deal avec ses subreddits plus ou moins controversés. Un des exemples les plus connus reste Jailbait. Alors, c'est quoi Jailbait ? Jailbait, en gros, pour la faire courte, c'est un subreddit consacré à poster des photos de meufs mineures dans des positions suggestives. Ouais, c'est littéralement du Faut savoir qu'au début, le staff de Reddit était initialement opposé à l'ajout de contenu obscène et NSFW sur le site, mais il est finalement devenu plus indulgent lorsque des modérateurs prolifiques comme un utilisateur nommé Violentacrez se sont montrés capables d'identifier et de supprimer le contenu illégal à un moment où il n'était pas suffisamment doté en personnel pour assumer cette tâche. Suite à ça, les communautés au contenu explicite sur Reddit ont littéralement explosé et Jailbait, qui présentait des photos provocatrices du coup de mineurs, est devenu le subreddit de l'année, choisi dans le sondage des utilisateurs Best of Reddit de 2008. Et plus fou encore, à un moment donné, Jailbait était le deuxième terme le plus recherché et le plus courant sur le site. Eric Martin, directeur général de Reddit à l'époque, a défendu le subreddit en affirmant que ces pages controversées étaient une conséquence de la liberté d'expression autorisée sur le site. Jailbait a attiré une plus grande attention en dehors de Reddit lorsqu'un mec de chez CNN, un certain Anderson Cooper, a consacré un segment de son programme à condamner le subreddit et à critiquer Reddit de laisser ce genre de contenu sur la plateforme. D'ailleurs, fait assez cocasse, ça a provoqué une augmentation du trafic internet vers le subreddit, provoquant un pic de 1,73 million de vues le jour du rapport. À la suite de ces reportages, un utilisateur de Reddit a publié une image d'une jeune fille mineure sur Jailbait, affirmant par la suite avoir également des images nues d'elle. Des dizaines d'utilisateurs de Reddit ont ensuite posté des demandes pour que ces photos nues leur soient partagées par message privé. D'autres utilisateurs de Reddit ont attiré l'attention sur cette discussion très problématique et le forum Jailbait a ensuite été fermé par les administrateurs de Reddit le 11 octobre 2011. Certaines personnes, telles que le créateur de Jailbait, ont contesté les affirmations selon lesquelles ce fil de discussion était à la base de la décision, affirmant plutôt qu'il s'agissait d'une excuse pour fermer un subreddit controversé en raison de la récente couverture médiatique négative. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. D'autres ont affirmé que le fil de discussion qui aurait provoqué la fermeture avait été créé par des membres du forum Something Awful dans le but de faire fermer la section plutôt que par les habitués du forum. Et connaissant les mecs de Something Awful, ça m'étonnerait même pas, putain. Suite à la fermeture de Jailbait, The Daily Dot a déclaré le créateur du subreddit, l'utilisateur Violentacrez, comme la personne la plus importante sur Reddit en 2011, qualifiant la controverse Jailbait de premier défi majeur à la doctrine volontaire de liberté absolue du site. Et des défis, Reddit ne sont pas prêts de s'en dépêtrer. Un an après la fermeture de Jailbait,
Un autre subreddit appelé Creepshots a suscité la controverse dans la presse pour avoir hébergé des images sexualisées de femmes sans leur consentement. À la suite de cette attention médiatique, Violenta Krez, oui encore lui, a été ajouté à Creepshots en tant que modérateur. Des rapports ont émergé selon lesquels le reporter de Gawker, Adrian Chen, planifiait de créer un document qui révélerait l'identité réelle de cet utilisateur qui modérait des dizaines de subreddits controversés. Plusieurs subreddits majeurs ont interdit les liens vers Gawker en réponse à l'exposition imminente et le compte Violenta Krez a été supprimé. Les modérateurs ont défendu leur décision de bloquer le site dans ses sections de Reddit sur la base que le rapport imminent était un doxing, un terme désignant l'exposition de l'identité d'une personne pseudonyme, et que cette exposition menaçait l'intégralité structurelle du site. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse pour clarifier la différence entre anonymat et pseudonymat, parce que je pense que c'est assez important pour comprendre beaucoup de dramas sur le site. L'anonymat désigne l'état d'être inconnu ou non identifiable. Une personne anonyme ne révèle aucune information permettant de l'identifier, ni son nom, ni d'autres données personnelles. Les utilisateurs anonymes agissent sans être associés à une identité spécifique. Ils peuvent interagir en ligne sans révéler leur véritable identité, ce qui peut offrir un niveau de confidentialité et de protection de la vie privée. Alors que le pseudonymat fait référence à l'utilisation d'un pseudonyme ou d'un nom d'utilisateur fictif pour interagir en ligne. Contrairement à l'anonymat, les utilisateurs pseudonymes utilisent un nom ou un alias spécifique pour représenter leur identité en ligne. Les utilisateurs pseudonymes peuvent choisir de révéler certaines informations personnelles tout en maintenant leur pseudonyme, ce qui leur permet de construire une identité en ligne cohérente tout en présentant une certaine forme d'anonymat par rapport à leur identité réelle. Bien que vous utilisiez un pseudonyme pour représenter votre identité en ligne, il est souvent possible pour d'autres utilisateurs et parfois même pour des plateformes elles-mêmes, de retracer votre identité réelle en fonction des informations que vous partagez, de votre comportement en ligne et de diverses autres données. Bref, continuons. Lorsque Chen a informé Violenta Krez de l'exposition imminente, l'utilisateur a supplié de ne pas le publier car il était préoccupé par l'impact potentiel sur son emploi et ses finances, notant que sa femme était handicapée et qu'il avait un prêt hypothécaire à payer. Il a également exprimé sa préoccupation quant au fait d'être faussement étiqueté comme un mec qui aime le CP ou comme antisémite en raison de certains des subreddits qu'il avait créés. Malgré l'offre de Violenta Krez de supprimer ses publications et de quitter Reddit, Chen a insisté sur le fait qu'il publierait quand même cet article. Et effectivement, c'est le 12 octobre 2012 que Chen publie son article, révélant que la personne opérant le compte de Violenta Krez était un programmeur d'âge moyen originaire d'Arlington, au Texas, nommé Michael Brutch. Dans les 24 heures suivant la publication de l'article, Brutch a été licencié par son employeur et le lien vers le doc a brièvement été interdit sur Reddit. Le mot orge en sumérien se prononce shay. Il a déclaré sur Reddit après la publication de l'article qu'il avait reçu de nombreuses menaces de mort. Le PDG de Reddit de l'époque, Yishan Wong, a défendu le contenu que Brutch a contribué au site comme étant de la liberté d'expression. Et a critiqué les efforts visant à interdire le lien de Gawker sur la même base. Wong a déclaré que le personnel avait envisagé une interdiction du lien sur l'ensemble du site, mais avait rejeté cette idée, de peur que cela ne crée une impression négative du site sans obtenir de résultats. Brutch est ensuite brièvement revenu sur Reddit avec un compte différent et a critiqué ce qu'il a décrit comme de nombreuses inexactitudes factuelles dans l'exposé de Gawker. Une semaine après l'exposé, Brutch a accordé une interview à CNN qui a été diffusée sur Anderson Cooper 360 degrés. Lors de l'interview avec le journaliste Drew Griffin, Brutch s'est excusé pour son activité sur Reddit. Il a expliqué qu'il appréciait surtout la reconnaissance qu'il recevait des autres redditeurs et que Reddit l'aidait à soulager son stress. Brutch a également décrit le soutien qu'il avait reçu de la part des administrateurs, affirmant qu'il avait reçu un prix pour ses contributions. Je tiens à préciser que le prix en question est celui du pire subreddit. C'est quoi ça? C'est un caca. Chris Slowey, un programmeur principal de Reddit jusqu'en 2010, a déclaré sur la relation entre Brutch et le personnel de Reddit: nous sommes simplement restés en dehors de cela et l'avons laissé faire son truc, et nous savions au moins qu'il se débarrassait de beaucoup de choses qui n'étaient pas particulièrement légales. C'est trop fort les mecs. Cette histoire, en plus d'avoir soulevé le problème de certaines communautés très border sur Reddit, a entraîné des discussions controversées sur la vie privée et l'anonymat sur internet. Ces discussions comprenaient des affirmations selon lesquelles la divulgation ou le doxing était nécessaire pour attirer l'attention sur le contenu problématique afin qu'il puisse être supprimé, tandis que d'autres affirmaient que cela entravait la capacité des gens à exercer leur droit à la liberté d'expression légale.
illégales en ligne en raison de la crainte des représailles publiques. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ça dans les commentaires. Le déferlement public d'hostilité envers Brutch après l'exposition a incité des commentateurs comme Dana Boyd de Wired et Michelle Starr de CNET à remettre en question la moralité de la divulgation comme moyen de faire respecter les normes sociétales en ligne. Plusieurs commentateurs ont exprimé leur inquiétude concernant le fait que la honte publique infligée à Brutch pour servir d'exemple à d'autres légitime le vigilantisme sur internet et expose des individus comme Brutch à la masse. Tous ces événements seront à l'origine d'une massive vague de bannissement de subreddits problématiques comme Beating Woman, qui comme son nom l'indique uploadait des vidéos ou des photos mettant en scène des femmes se faisant battre, souvent par des hommes, et qui a été banni non pas pour le contenu qu'il postait, ce qui me paraît évident, mais bien parce que ces modérateurs ont été découverts en train de partager les informations personnelles des utilisateurs en ligne et de collaborer pour se protéger mutuellement des interdictions générales sur le site. Suite à l'interdiction, le fondateur de la communauté a essayé de relancer le subreddit sous le nom de Beating Woman 2, dans une tentative de contourner l'interdiction, mais a été banni par la suite. Incel, le subreddit pour les célibataires involontaires, aka le plus gros rassemblement d'hommes désespérés ne sachant pas comment parler à une femme, considérant que tout leur est dû et que le monde est injuste, oui je les déteste, a lui été fermé en 2017. La définition d'un incel sur le subreddit est très précise, quelqu'un qui est involontairement passé au moins 6 mois sans partenaire romantique et qui a au moins 21 ans. Mais moi je veux faire l'amour! Les incels autodiaques sont principalement des hommes hétérosexuels avec de nombreux membres adhérents à l'idéologie de la pilule noire qui préconisent souvent la désespérance associée à de la bonne vieille misogynie et à l'apologie du tout en désignant les fans comme des femelles, poubelles à et traîner quand ils étaient un peu inspirés. Des publications notables de la pilule noire comprenaient les raisons pour lesquelles les femmes sont l'incarnation du mal et la preuve que les filles ne sont rien d'autre que des déchets qui utilisent les hommes. Les utilisateurs jugés trop amicaux envers les femmes ou qui affirmaient que les femmes éprouvaient l'incélisme dans la même mesure que les hommes étaient tout simplement bannis. Les utilisateurs du subreddit alternaient entre adorer et haïr les normies et les tchads pour leur capacité de séduction et certains admiraient des meurtriers tels que Elliot Rodger, auteur des tueries d'Isla Vista en 2014, qui s'identifiait comme un incel. À l'été 2017, une pétition de change.org demandait que incel soit banni pour incitation à la violence contre les femmes, suite à la mise en œuvre en octobre d'une nouvelle politique de Reddit interdisant l'incitation à la violence. Le subreddit a été banni le 7 novembre 2017. Au moment de son bannissement, incel comptait environ 40 000 abonnés. Brain Cells est ensuite devenu le subreddit le plus populaire pour les incels, attirant 16 900 abonnés d'ici avril 2018. Les leaders du subreddit ont désavoué l'attaque de la camionnette de Toronto et ont supprimé certains messages de membres qui louaient les actions présumées d'Alec Minassian. En septembre 2018, le subreddit a été mis en quarantaine et en octobre, il a été banni et c'est bien fait pour leur gueule. D'ailleurs, dans la même veine, en janvier 2021, Reddit a interdit True Femcells, un subreddit pour les incels féminines, pour promotion de la haine. Il avait précédemment été accusé de racisme, de transphobie et de propagation de théories du complot d'extrême droite et d'utiliser la même terminologie que les incels. Après l'interdiction, la communauté a migré vers un site web dédié nommé thepinkpill.co. Deepfake, fermé en 2018, qui postait des vidéos et photos deepfake de célébrités qu'il superposait à l'aide d'une IA sur des actrices afin de faire croire à des vidéos graphiques de stars. Ces actrices incluaient Emma Watson et Daisy Ridley notamment. European était un subreddit d'extrême droite nationaliste blanc axé sur les actualités concernant l'Europe. Fondé en 2013 en réponse à l'interdiction du discours de haine sur Europe, ses utilisateurs faisaient souvent la promotion de contenus antisémites, islamophobes et racistes avec une enquête informelle montrant que 17% de la base d'utilisateurs s'identifiaient ouvertement comme des Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis désolée. Le sous-forum a été rendu privé par ses modérateurs, puis mis en quarantaine par le personnel administratif du site en 2016, en réponse à un message où un utilisateur se vantait d'avoir agressé un réfugié musulman. Les utilisateurs ont ensuite migré vers The Donald, puis vers Mr. Trump, après un différend avec les modérateurs. European a été interdit le 12 mars 2018 pour violation de ses politiques de contenu. Et en parlant de The Donald était destiné aux partisans du président américain Donald Trump et avait été initialement créé pour sa campagne présidentielle en 2016. En raison du harcèlement des administrateurs de Reddit et de la manipulation des algorithmes du site pour pousser le contenu de la page d'accueil de Reddit en utilisant la fonction sticky des sous-forums, Reddit a interdit de nombreux utilisateurs du sous-forum décrits comme toxiques. Ça s'est produit après que le PDG de Reddit, Steve Huffman, a admis avoir modifié silencieusement des commentaires le critiquant
fait par les utilisateurs de la communauté. Cela a conduit à l'utilisation du terme space au lieu de modifier dans la communauté du subreddit The Donald. De plus, Reddit avait introduit une fonction de filtrage qui permettait aux utilisateurs individuels de bloquer le contenu de n'importe quel sous-forum. Et bien que cette fonctionnalité était en cours de développement avant les problèmes causés par The Donald, il a été suggéré qu'elle a été introduite spécifiquement pour permettre aux utilisateurs de les bloquer. Huffman a qualifié les plaintes des utilisateurs de The Donald comme hypocrites en raison de leur harcèlement envers les autres. Après les attentats de la mosquée de Christchurch en 2019, de nombreux messages sont apparus sur le subreddit affirmant que les attentats étaient justifiés et remplis de haine anti-musulmane. Le subreddit a été mis en quarantaine par les utilisateurs de Reddit en juin 2019 pour menaces de violence contre la police et les responsables publics. Et c'est le 29 juin 2020 que le subreddit fut banni pour des violations fréquentes des règles, pour avoir antagonisé l'entreprise et d'autres communautés et pour ne pas avoir respecté nos attentes les plus élémentaires. Pour la faire courte, c'était vraiment un groupe de gros rageux, beaucoup trop déter et je pense avec beaucoup trop de temps libre, qui ont réussi à se mettre tout Reddit à dos, y compris Reddit eux-mêmes. C'est magique. Find Boston Bomber. Ok, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce subreddit et de pourquoi c'est pour moi l'un des trucs les plus incompréhensibles de l'histoire de Reddit. L'attentat de Boston est un événement tragique survenu le 15 avril 2013 lors du marathon de Boston, l'un des plus anciens et les plus prestigieux marathons du monde. Deux bombes artisanales ont explosé près de la ligne d'arrivée du marathon, tuant 3 personnes et en blessant gravement plus de 260 autres. Les bombes ont été placées dans 2 sacs à dos laissés par terre dans la foule près de la ligne d'arrivée. Ces attentats ont semé la terreur et le chaos parmi les participants et les spectateurs du marathon, ainsi que dans toute la ville de Boston. Les frères Tsarnaev, d'origine tchétchène, ont été identifiés comme les principaux suspects de l'attentat. Après une chasse à l'homme intense, Tamerlan est décédé lors d'un échange de tirs avec la police, tandis que Tsokar a été capturé et ultérieurement condamné à mort pour son rôle dans l'attaque. L'attentat de Boston a suscité une forte réaction nationale et internationale, avec une solidarité mondiale envers les victimes et leurs familles, ainsi que des efforts importants pour renforcer la sécurité d'un événement public et pour prévenir de futurs attentats terroristes. Et au milieu de cet événement tragique, et bien avant que les frères Tsarnaev soient reconnus comme étant impliqués dans l'attentat, t'as des mecs sur Reddit qui ont décidé de créer un subreddit en fait dédié au fait de rechercher la personne qui est derrière l'attentat. Ce qui a découlé à l'enquête la plus foireuse que j'ai jamais vue de toute ma vie, je déconne pas. Suite à l'attentat du marathon de Boston en 2013, les membres du subreddit Find Boston Bombers ont identifié à tort plusieurs personnes comme suspects, notamment un athlète de 17 ans et un putain d'étudiant de 22 ans de l'université de Brown, porté disparu depuis mars. Le corps rapporté comme étant celui de l'étudiant disparu de Brown, identifié à tort comme suspect de l'attentat de Boston, a été retrouvé dans la rivière Providence à Rhode Island le 25 avril 2013. Comme rapporté par le département de la santé de Rhode Island, la cause du décès a été identifiée comme un Suite à tout ça, la grosse goutte de sueur sur le front des mecs de ce subreddit les a poussés à mettre celui-ci en privé. Eric Martin, le directeur général de Reddit, a par la suite présenté ses excuses pour ce comportement, critiquant les chasses aux sorcières en ligne et les spéculations dangereuses qui ont eu lieu dans ces communautés axées sur l'enquête. En septembre 2013, un subreddit similaire dédié à la recherche du Navy Yard Shooter a été interdit par les administrateurs de Reddit. Ces événements ont été dramatisés dans des émissions de télévision comme The New Room et The Good Wife d'ailleurs, et montrent les failles des enquêtes faites sur internet, surtout quand elles sont organisées par des pseudo-enquêteurs 2.0 autodiag essayant d'imiter les mecs des terres de 4chan. Il y avait aussi toute cette catégorie des subreddits gore comme Watch People Die, qui a été ban après les attentats des mosquées de Christchurch en 2019, car ces petits malins s'amusaient à partager les liens vers les vidéos de la dite fusillade sur ce subreddit. Au-delà de ça, le subreddit était dédié au téléchargement de contenu média montrant des décès réels de personnes, tels que des accidents de travail, des homicides involontaires par véhicule, des violences armées, des suicides et diverses autres formes d'homicides. Le subreddit similaire Gore a été interdit en même temps, tout comme WPD Talk, un subreddit de discussion sur ce qui se passait dans Watch People Die. Bien qu'auparavant mis en quarantaine pendant plus de 6 mois, le subreddit a été complètement interdit le 15 mars 2019, moins d'un jour après les événements pour violation de la politique de contenu de Reddit, en particulier la politique contre la glorification ou l'encouragement de la violence. Vous êtes vraiment très perspicace, mais jamais vous allez trouver le corps que
j'ai caché dans le bâtiment. Même si Reddit a réussi à faire le ménage dans la plupart de ces contenus choquants postés par les communautés, d'autres subreddits encore actifs suscitent des controverses quant à leur contenu et leurs membres. Par exemple, le subreddit Morbid Reality, bien qu'ayant pour but de montrer des facts historiques avec beaucoup de nihilisme, montre quand même des photos très extrêmes et gore sous fond de facts historiques et a été souvent pointé du doigt pour ça, pareil pour 50-50. Le subreddit Anti-Work, créé en 2013, destiné aux personnes militant pour une société dans laquelle les gens n'auraient pas à travailler du tout, ou du moins auraient une obligation beaucoup moins importante de travailler, a aussi beaucoup fait parler de lui. Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux membres mécontents des conditions de travail ont rejoint le subreddit. En 2019, le nombre d'abonnés était de 13 000, ce qui est passé à 100 000 au début de l'année 2020. La popularité du Reddit a augmenté après que des personnes ont commencé à publier des captures d'écran de messages textes d'employés annonçant à leurs employeurs qu'ils ne voulaient plus travailler avec eux. Le 26 janvier, Anti-Work était le subreddit qui avait connu la plus forte augmentation de trafic parmi ceux qui ne figuraient pas parmi les subreddits par défaut de la page d'accueil de Reddit. En janvier 2022, un modérateur de longue date a accepté d'être interviewé par Jesse Waters, présentateur de Fox News. The Independent a déclaré que Waters faisait ouvertement preuve de mépris envers le mouvement. En réponse, les membres du subreddit ont critiqué le modérateur et les autres modérateurs ont temporairement rendu le subreddit privé. Finalement, l'interviewé a été invité à abandonner ses fonctions de modération. Noah Berlatsky, écrivant pour The Independent, a déclaré que le segment de Fox News était devenu un désastre de relations publiques pour Anti-Work et que Anti-Work était devenu largement ridiculisé. À la suite de ce désastre médiatique, un subreddit similaire Workform a été créé autour d'idées et contenus similaires à ceux de Anti-Work. On peut aussi noter des subreddits comme Female Dating Strategy ou FDS qui a été créé en 2019. Il a été accusé par Against Hate Subreddits de promouvoir l'homophobie, la transphobie, la misandrie et la discrimination contre les travailleuses du sexe. The Verge a décrit les conseils donnés aux femmes comme étant socialement et sexuellement conservateurs et oppressifs pour les femmes. Les utilisateurs de FDS doivent suivre des règles strictes pour éviter d'être bannis, le soutien au BDSM consensuel, à la consommation de pornographie ou au sexe occasionnel étant des motifs de bannissement. En août 2021, il comptait environ 179 000 membres, décrits comme étant principalement des femmes hétérosexuelles. Le groupe possède une hiérarchie stricte avec des modérateurs appelés Restless Strategists au sommet. La communauté est prioritaire sur l'individu et il est conseillé aux membres de ne pas parler aux journalistes des pratiques qui ont été décrites un peu comme sectaires. Le subreddit conseille de ne pas sortir avec des hommes ayant des maladies mentales et a banni des membres pour avoir cru que les hommes pouvaient être victimes d'agressions sexuelles. Les membres s'opposent au féminisme libéral, ou libfem, et soutiennent des vues semblables à celles des TERF, les femmes transgenres étant totalement interdites de publication. Il a également été critiqué pour des conseils contradictoires, tels que encourager l'indépendance vis-à-vis des hommes, tout en attendant que les hommes paient les rendez-vous et soient les principaux soutiens de famille. Admettons qu'un homme ne me paye pas l'addition, je me lèverai dans le restaurant, j'irai en chercher un, je dirais écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer, est-ce que vous pourriez payer pour moi? J'ai pas de carte bleue sur moi, je n'ai pas de moyen de paiement. On vient me chercher à mon domicile, on paye et on me ramène. Le subreddit a largement utilisé le langage des femcel, mais cela a été progressivement abandonné au profit d'une nouvelle terminologie, car le jargon femcel interférait avec le recrutement de nouveaux membres. La nouvelle terminologie inclut des termes comme scroats pour les hommes et pygmeisha pour les femmes que FDS accuse de se dégrader pour les hommes. Pygmeisha a été utilisé pour étiqueter les membres qui critiquent les modérateurs ou qui prétendent apprécier des comportements interdits tels que le sexe occasionnel, et il a été ciblé sur des femmes dans d'autres subreddits pour des problèmes tels que la recherche de conseils sur la dysfonction érectile de leur partenaire. Une belle bande de folles en somme. Vous inquiétez pas, de l'autre côté, on a du bon poulet aussi avec le subreddit The Red Pill, faisant allusion au symbole de la pilule rouge du film The Matrix, et qui est consacré aux discussions sur la stratégie sexuelle masculine, où les participants sont classés comme des hommes alpha ou bêta. Le subreddit promeut entre autres l'antiféminisme, la culture du la masculinité hégémonique et les rôles de genre traditionnels. Les utilisateurs discutent de régime alimentaire et de conditions physiques, ainsi que des techniques de séduction des femmes, tout en affichant différents niveaux de misogynie, allant de la haine virulente des femmes à la simple frustration de ne pas réussir à ken. Le Southern Poverty Law Center le décrit comme faisant partie des subreddits suprémacistes masculins présentant un discours xénophobe. Il a été associé à plusieurs mouvements de droite et d'extrême droite en raison de ses attaques contre le féminisme et de sa moquerie du
En 2017, il a été révélé que le législateur de New Hampshire, Robert Fisher, avait créé le subreddit et avait posté des commentaires dénigrants sur les femmes. Après cette découverte, il a démissionné de son poste. Le New Statesman a décrit ce subreddit comme l'un des plus misogynes de Reddit qui vise à radicaliser les hommes. En 2018, le subreddit est mis en quarantaine. Bon, je pense que vous avez compris, malgré les différents efforts que Reddit met en place pour essayer de réguler le trafic et de réguler les communautés les plus controversées, plusieurs communautés restent pointées du doigt en raison de leurs membres un tout petit peu borderline. En 2015, Reddit a introduit une politique de quarantaine pour rendre la visite de certains subreddits plus difficile. Visiter ou rejoindre un subreddit en quarantaine nécessite de contourner un avertissement. De plus, les subreddits en quarantaine n'apparaissent pas dans les flux non basés sur l'abonnement afin d'éviter une consultation accidentelle, ne génèrent pas de revenus et leur nombre d'utilisateurs n'est pas visible. Depuis 2018, les subreddits ont la possibilité de faire appel de cette quarantaine. Comme dit dans l'intro de cette vidéo, en raison de la modération décentralisée de Reddit, de l'anonymat et des utilisateurs et du manque de système de vérification des faits, la plateforme est très sujette à la propagation de la désinformation et de la mésinformation. Comme tout sur internet, vous allez me dire, mais là c'est particulièrement flagrant. Il est souvent suggéré que ceux qui utilisent Reddit doivent faire preuve de prudence, il faut éviter de prendre pour argent comptant les différents contenus sur ce site. Les communautés Reddit font régulièrement des déclarations non sourcées, répétées, qui finissent par être acceptées par la communauté comme des faits, conduisant à des visions du monde déformées parmi les utilisateurs. On appelle ce phénomène d'ailleurs l'effet de chambre d'écho. Et bien sûr, ce n'est pas un phénomène propre à Reddit, on le retrouve dans beaucoup de réseaux sociaux et médias mainstream, d'où l'importance de toujours vérifier par soi-même les infos que l'on peut voir sur internet. Bien évidemment, j'ai pas pu tout dire, sinon la vidéo ça aurait été genre le top 50 des subreddits les plus controversés, et je suis pas WatchMojo et j'ai un peu la flemme. Mais si on reprend en perspective ce que je viens de dire, je pense que vous vous dites que Reddit, bah c'est un sacré site de merde. C'est plus compliqué que ça en vrai. Durant mes recherches et après avoir digue dans les recoins les plus merdiques de ce site, je me suis vue être rassurée en voyant que l'humanité n'était pas complètement perdue et que cet espace d'échange pouvait parfois faire ressortir le meilleur des groupes communautaires, soit de manière touchante, soit de manière extrêmement drôle. Genre il y a des histoires sur ce site, quand je suis tombée dessus, j'ai vraiment hurlé de rire. C'est rigolo. Comme l'histoire ahurissante de l'utilisateur LearnBut, qui nous raconte comment sa famille et lui, sa famille et lui font des énormes caca. Mais genre, c'est des missiles les trucs, tu vois. Putain, j'ai 2 ans et demi d'alimentaire. Et ce genre d'étron, bah ça pose un problème pour des toilettes conçues pour des humains lambda, ce qui fait que ça leur arrive régulièrement d'utiliser un couteau qu'ils appellent le couteau à caca, et qui est utilisé pour, vous avez compris quoi. Et quelle n'est pas la surprise de l'OP quand il se rend compte que lui et sa famille sont les seuls à utiliser ce genre d'outil, on va dire, et qu'un jour où il était chez un de ses potes avec d'autres personnes, une envie irrépressible de larguer les amarres lui prend, et innocemment, il demanda à son pote s'il pouvait lui prêter son couteau à caca. Je cite: « Il arrive et je lui demande son couteau à caca. Bon quoi? Ton couteau à caca, je lui dis. J'en ai besoin, s'il te plaît. C'est quoi un couteau à caca? Évidemment, il en a un, mais peut-être qu'il l'appelle par un nom plus délicat. Un hachoir fécal, un diviseur de fumier, un glaive à goudou. » Je lui explique ce que je veux et pourquoi je le veux. Il commence à glousser. S'ensuit le moment le plus gênant de sa vie, probablement, suivi du deuxième moment le plus gênant de sa vie quand il raconte à sa femme sa fameuse utilisation de ce couteau magique. J'ai raconté ça à ma femme hier soir, qui était à la fois amusée et horrifiée. Il s'avère qu'elle ne savait pas ce que c'était qu'un couteau à caca et qu'elle utilisait le vieux couteau rouillé accroché dans le placard à outils comme couteau utilitaire de base. Heureusement, elle ne cuisinait pas avec, mais l'utilisait pour ouvrir les colis Amazon. Elle va maintenant avoir son propre couteau utilitaire. Et le pire, c'est que le couteau à caca existe. Il y a un mec qui l'a créé et c'est un produit qui est vendu sur Amazon. Putain, je vous jure que si cette vidéo elle atteint les 5000 likes, je l'achète. On dirait une vidéo d'Amixem, c'est trop grave. Il y a aussi le jour légendaire où Rick Astley, oui le véritable Rick Astley, a posté une photo de lui de sa première tournée sur le subreddit Pix. J'ai trouvé quelques souvenirs amusants pendant le confinement. Celui-ci date de ma première tournée en 1989, en coulisses à Vegas. Je crois que je pourrais pleurer, c'est vraiment vous? Je vous ai rencontré lors d'un événement en coulisses quand j'avais 12 ans. Je suis vraiment un grand fan, je vous ai vu en concert 5 fois. Oui, Rick Astley s'est fait rickroll. J'adore internet.
En décision complètement stupide d'un redditeur amenant à un des effets papillons les plus drôles que j'ai pu voir sur internet, c'est l'histoire de l'utilisateur NotNoPotato qui explique dans un thread tout droit sorti du subreddit Tifu, et je vous jure que ce subreddit il héberge des histoires incroyables, à quel point il a merdé en faisant croire à sa belle famille qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une pomme de terre. C'est pas une blague. Enfin si, visiblement c'est une blague, mais vous allez comprendre. L'idée m'est venue de faire un sketch comique pour donner une bonne impression et être connu d'eux comme quelqu'un d'amusant. Quand j'ai vu que des pommes de terre au four étaient servies, j'ai eu l'idée que ça serait très drôle si je faisais semblant de ne pas savoir ce que sont des pommes de terre, ça serait amusant. Eh bien laissez-moi vous dire que ça m'est retombé dessus, je vais vous expliquer comment. Et franchement, retomber dessus, c'est un euphémisme quand on sait ce qui s'est passé. C'est simple, le mec a commencé à demander ce que c'était, la daronne de la meuf lui a dit bah c'est des patates, et de là on a découlé un débat lunaire avec l'OP qui s'est enfoncé toujours plus dans sa connerie, n'arrivant plus à revenir en arrière. Et puis ils n'ont pas vu que je plaisantais, mais on pensait que je ne savais vraiment pas ce que c'était qu'une pomme de terre. Alors je savais que j'aurais été très honteux, humilié, déprimé et dégoûté si j'avais admis avoir fait une mauvaise blague. Alors ce que j'ai fait, c'est agir comme si ce n'était pas une blague, mais m'engager dans l'acte de faire semblant de ne pas savoir ce qu'est une pomme de terre. C'est aller jusqu'à ce que le daron lui demande de quitter immédiatement la maison, pendant que la mère était dans l'incompréhension et que sa meuf était partie se réfugier dans une autre pièce. Maintenant, par message, je dis à ma copine que je ne sais vraiment pas ce que c'est qu'une pomme de terre. La seule façon pour moi de m'en sortir est qu'il croit que je ne sais pas ce que c'est qu'une pomme de terre. Je regrette d'avoir commencé ça, mais je ne peux pas faire marche arrière. Je pense qu'elle va quand même rompre avec moi. J'étais aussi tombée sur la curieuse oversensibilité de la femme de l'utilisateur Technically Ron, qui pleure pour tout et n'importe quoi, l'OP ayant fait une liste des moments les plus mémorables. Alors du coup, qu'est-ce qui fait pleurer la femme de l'utilisateur Technically Ron ? Eh bien, il y a le fait qu'elle ait appris que les signes pouvaient être homosexuels et qu'elle trouvait ça bien, le moment où elle était en gueule de bois et qu'elle a vu une photo d'un porcelet, l'OP qui a attendu qu'il fasse noir et prétendu d'être le Babadook, quand un lapin a réussi à s'échapper des griffes d'un renard des neiges dans un documentaire, quand il n'y avait plus de biscuits dans la maison, quand elle s'est rappelé que les signes pouvaient être gays... Le moment où OP a essayé de tenir sa main alors qu'elle ne s'y attendait pas, quand il a cuisiné le dîner après une longue journée, et enfin, quand elle a regardé une vidéo d'un chien. Franchement, ça me fume l'hypersensibilité de certains. Personnellement, ça m'a fait penser à un épisode de Cauchemar en cuisine où il y avait une personne similaire qui faisait que de pleurer à tout ce que Gordon Ramsay pouvait dire, mais en mode même les trucs les plus simples, mais genre pas méchants, tu vois. Les gens hypersensibles, je vous fais des gros poutous. Et enfin, une dernière pour la route, et ma préférée de loin, le thread de l'utilisateur Tyler Life. Et pour le coup, je vais tout simplement vous lire parce que c'est incroyable. Un peu d'histoire. Quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, j'ai cherché des moyens de m'améliorer car j'étais un peu raide et je n'avais pratiquement aucune idée de ce que je faisais. J'ai lu en ligne que vous pouviez jouer de la musique et suivre le rythme pour améliorer vos performances. J'ai cherché des chansons d'amour et commencé à créer lentement une playlist avec laquelle j'étais à l'aise de suivre le rythme. Il y a quelques chansons dans ma playlist, cependant il y en a une en particulier qui se trouve être ma préférée, que ma copine déteste et qui dit que ça la refroidit complètement. Je ne comprends pas pourquoi elle a attendu 2 ans pour me dire qu'elle détestait cette chanson. C'est une bonne chanson d'amour avec un bon rythme. Je pense que là où j'ai merdé, c'est que j'aurais pu lui demander auparavant si elle aimait la playlist ou si elle voulait ajouter et changer des chansons. Mais laisser passer 2 ans en pensant que notre vie sexuelle était géniale, alors que dans ses yeux elle a juste été gâchée par ma musique, rend toute la situation gênante et je suis un peu agacée. J'ai pratiquement joué cette mélodie à chaque fois, donc le nombre de fois qu'elle n'a pas dû l'apprécier, alors que je pensais tout le contraire, est agaçant mais aussi embarrassant à certains égards. Sans parler de mes partenaires précédentes, cependant elles ne se sont jamais plaintes de la chanson, donc peut-être que c'est juste elle. Cela a foutu en l'air la relation pour être honnête, car le sexe est devenu vraiment bizarre. L'autre jour nous faisions l'amour sans musique, mais je bougeais encore au rythme de la chanson qui jouait dans ma tête. Elle l'a reconnue et m'a demandé d'arrêter. Je pensais que cette chanson était parfaite et je me déhanchais toujours en suivant la mélodie et je trouve que cela me donne le rythme parfait pour l'acte. Je finis généralement par cette chanson et je trouve dévastateur qu'elle déteste cette chanson. Mais du coup, c'est quoi cette musique ? Un moment de silence pour cette pauvre femme qui a souffert pendant 2 ans à cause de ça.
D'ailleurs, pour les curieux, il y a sa playlist qui est disponible dans ma description si vous voulez voir l'ampleur de la catastrophe. Reddit, ce n'est pas que des histoires loufoques, ce sont aussi des véritables moments touchants. Comme par exemple quand l'utilisateur Cap'nPoopDeck avait créé un rage comic sur l'histoire vraie d'un de ses potes qui avait eu l'idée grave drôle de pisser sur un test de grossesse et qui s'était avéré positif. Suite à ça, plusieurs réditeurs ont prévenu l'OP que ça pouvait être grave en vrai. Étudiant en médecine ici, OP devrait absolument consulter son médecin pour être en sécurité. Les tests de grossesse sont basés sur les niveaux de gonadotrophine chorionique humaine qui est produite par le placenta, mais chez un homme, cela peut être élevé à cause d'un cancer des testicules. Après avoir lu tous les avertissements, Cap'nPoopDeck a immédiatement prévenu son ami à ce sujet et a incité le gars à se faire tester. 3 jours plus tard, il a posté une deuxième mise à jour sur le même fil de discussion, disant que son ami avait en effet une petite tumeur et remerciant Reddit pour leur aide. Un autre acte d'extrême gentillesse de la part de Reddit qui me vient en tête aussi, c'est celle de l'utilisateur Short Story Long qui avait posté dans le subreddit Funny une photo intitulée « Photo prise à l'extérieur de l'hôpital pour enfants de Los Angeles, enfants intelligents », mettant en vedette une pancarte demandant une livraison de pizza faite par la famille d'une jeune fille atteinte d'un cancer nommé Hazel. Au cours des jours suivants, l'hôpital a été littéralement noyé sous les commandes de pizza, amenant carrément à ce que l'hôpital fasse un communiqué de presse pour demander d'arrêter en raison du trop grand nombre de pizzas envoyées, amenant à ces photos absolument adorables. Les réditeurs ont contribué à envoyer des cartes et des jouets à la jeune fille pendant des mois après la publication initiale, et plus tard, un véritable miracle a eu lieu. Hazel a été déclarée en rémission quelques mois après l'histoire du déluge de pizza. Il y a aussi l'histoire monstrueusement connue de l'utilisateur AirBradBurt 1920, qui a vu sa vie sauvée par un random mec de Reddit après qu'il ait posté un thread alarmant où il expliquait qu'il retrouvait des post-it étranges dans sa maison, pensant que son propriétaire rentrait chez lui pendant son absence, alors que l'OP était en fait victime d'empoisonnement au monoxyde de carbone, chose qui a été décelée par l'utilisateur Kakerlak. Bref, vous l'avez compris, je pourrais vous parler encore des heures d'utilisateurs comme celui qui a fait un Ask Me Anything complètement bourré et qui répondait du coup à ses propres questions, ou encore celui de l'utilisateur qui est à l'origine du même Grumpy Cat, ou de l'utilisateur qui a réussi l'exploit de faire bannir Reddit dans un pays tout entier à cause d'un seul subreddit, mais je pense que vous avez compris l'idée. Reddit, comme tous les réseaux sociaux sur internet, possède des bons et des mauvais côtés, et même si contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Instagram, X ou Facebook, Reddit a essayé de laisser un max de liberté à ses utilisateurs, ce qui a amené son lot de controverses comme de choses très positives. En fait, c'est pas tout noir ou tout blanc, je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour ma part, comme dit au début de la vidéo, Reddit, j'ai connu ça vraiment très tard, j'avais déjà mon libre arbitre et l'habitude de vérifier les informations par moi-même, mais je peux comprendre que pour les gens plus naïfs, Reddit ça peut vite devenir un rabbit hole assez dangereux qui, sans vous en rendre compte, peut vous amener à entrer dans des cercles assez dangereux. Pour ma part, j'aime bien Reddit, malgré leur politique assez voilà, et toutes les controverses qui se traînent depuis des années, bah franchement, j'ai beaucoup de sympathie pour ce site en fait. Je repense à toutes ces soirées passées à écumer Let's Not Meet, ou encore Funny, tous les mèmes que j'ai pu choper là-dessus. Quand on réussit à tomber sur les bons subreddits, l'exploration de Reddit est vraiment agréable. J'ai posté pas mal de dessins dans différents subreddits et j'ai eu que des retours archi bienveillants, et mes quelques interactions avec des redditeurs ont toujours été très cordiales. En vrai, je pense que Reddit, c'est pas fait pour tout le monde. Même si ça reste un site hyper intéressant qui a été à l'origine d'histoires complètement incroyables qui sont devenues cultes dans la culture d'internet, je pense qu'il faut rester méfiant et garder un esprit critique et surtout ne pas croire tout ce qu'il y a sur internet. Tout ce qui est sur internet est vrai. Non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pensais pas qu'elle allait être aussi longue, mais j'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'espère sincèrement que ça n'a pas été trop long, en vrai. J'espère que j'ai réussi à vous emmener dans les différentes histoires que j'ai traitées durant cette vidéo. J'ai dû faire des sélections drastiques parce que là, j'ai effleuré... on va dire le haut de l'iceberg de Reddit, hein. Je sais qu'il y a énormément d'autres communautés qui ont été bannies pour des raisons problématiques, mais en général, je commençais à voir que ça se ressemblait, donc j'ai pris les plus importantes et celles qui m'ont le plus touchée, entre guillemets. Je vous invite fortement, si vous voulez vous intéresser aux moments clés de Reddit, à aller voir le subreddit Museum of Reddit, que je mettrai aussi dans la description. C'est vraiment un best-of de tous les moments dantesques de Reddit, que ça soit en bon et en mauvais, et ça m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo. Désolée, il y a mon chat qui miaule. Ma petite princesse. Tu dis coucou? Oh. Pareil, si vous voulez lâcher votre meilleur like, votre meilleur abonnement, votre meilleur commentaire, ça me fera super plaisir. Et en attendant, bah je vous dis bonne soirée ou bonne journée, à plus.